Bonjour, on continue la lecture de notre livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like et de s'abonner à ma chaîne. Troisièmement, diagnostic financier des marges. L'effet A, l'effet ciseau. L'effet de ciseau est ce qui se produit lorsque les revenus et les coûts évoluent dans des directions divergentes. Il rend compte de l'évolution des bénéfices et des marges. Si le revenu augmente de 5% par an et certains coûts augmentent à un rythme plus rapide, alors les revenus diminuent naturellement. Si cette tendance se poursuit, les bénéfices continueront de baisser chaque année et l'entreprise finira par sombrer dans le rouge. C'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Qu'un effet ciseau soit identifié ou non importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est d'établir les causes du phénomène. Un effet ciseau peut survenir pour toutes sortes de raisons. Évolution réglementaire, concurrence intense, mauvaise gestion d'un secteur, etc., qui reflète la qualité plus ou moins élevée de la position stratégique de l'entreprise sur son marché. S'il est en position de force, il pourra répercuter toute augmentation de ses coûts sur ses clients en augmentant ses prix de vente et en élargissant ainsi progressivement ses marges. Lorsqu'il réduit les profits, l'effet ciseau peut être attribuable à un degré de concurrence accru qui peut empêcher une entreprise de répercuter sur ses clients via ses prix de vente les fortes hausses du coût de ses matières premières. Un gel légal des prix de vente ne permettra pas de répercuter la hausse du coût des facteurs de production, par exemple les prix de l'énergie dans certains pays où les gouvernements décident de tel gel, réticence psychologique à augmenter les prix. Mauvaise maîtrise des coûts, par exemple, où une entreprise ne maîtrise pas étroitement sa baisse des coûts et peut ne pas être en mesure de répercuter intégralement la hausse des coûts sur ses prix de vente. En conséquence, l'entreprise ne grandit plus, mais sa base de coûts continue d'augmenter. L'impact de l'évolution du coût des facteurs de production est d'autant plus important que ces facteurs représentent une composante essentielle du prix de revient des produits. Dans de tels cas, les analystes doivent essayer d'estimer l'impact probable d'un ajustement différé des prix. Cela dépend principalement du comportement de l'entreprise et de ses concurrents et de leur force relative sur le marché. Mais l'effet ciseau peut également jouer en faveur de l'entreprise. Pièges. Les comptes d'une entreprise sont parfois remplis de pièges qui peuvent induire à des erreurs d'interprétation lors d'une analyse. Les principaux types de pièges potentiels sont les suivants. Le principe de stabilité qui empêche tout raisonnement simpliste. Selon ce principe, les bénéfices de l'entreprise sont beaucoup plus stables que ce à quoi on pourrait s'attendre. Le revenu net est souvent un montant modeste qui reste lorsque les charges sont compensées par les revenus. Le revenu net représente un équilibre qui n'est pas nécessairement bouleversé par des facteurs externes. Considérons par exemple une chaîne de supermarchés où le revenu net est à peu près égal au revenu financier net. Ce serait une erreur de dire que si les taux d'intérêt baissent, les bénéfices de l'entreprise seront anéantis. La question clé ici est de savoir si l'entreprise sera en mesure d'augmenter légèrement ses prix pour compenser l'impact de la baisse d'intérêt sans éroder sa compétitivité. Il pourra probablement le faire si tous ses rivaux sont dans le même bateau, mais l'entreprise peut être vouée à l'échec s'il existe des canaux de distribution plus efficaces. Il est important de ne pas répéter l'erreur commune d'établir un lien direct entre deux paramètres et d'expliquer l'un par l'évolution de l'autre. Les marges d'une entreprise dépendent également dans une large mesure de celles de ses concurrents. Le but de l'analyse financière est de comprendre pourquoi ils sont supérieurs ou inférieurs à ceux de ses rivaux. Modification réglementaire.
Il s'agit de contrôles imposés à une entreprise par une autorité, généralement le gouvernement, qui limite généralement la direction naturelle dans laquelle l'entreprise évolue. Les exemples incluent une dévaluation agressive, l'introduction d'une semaine de travail plus courte ou des mesures visant à réduire les heures d'ouverture des magasins. Facteurs externes. Comme les obligations réglementaires, celles-ci s'imposent à l'entreprise. Cela dit, ils sont plus fréquents et spécifiques au secteur d'activité de l'entreprise. Par exemple, pression sur un marché, arrivée ou réveil brutal d'un concurrent très puissant ou modification d'une convention collective. Action préventive. L'action préventive est celle où une entreprise reflète immédiatement les attentes d'augmentation du coût d'un facteur de production facturant des prix de vente plus élevés. Effet d'inertie. Les effets d'inertie sont beaucoup plus fréquents que ceux que nous venons de décrire et ils agissent en sens inverse. Du fait de l'inertie, une entreprise peut avoir du mal à répercuter les fluctuations du coût de ces facteurs de production en augmentant ses prix de vente. Par exemple, dans un secteur aussi concurrentiel et où les barrières à l'entrée sont aussi faibles que le transport routier, il y a généralement un délai avant qu'une augmentation des prix de carburant diesel ne soit répercutée sur les clients sous la forme de frais d'expédition plus élevés. Effet inflationniste. L'inflation fausse les bénéfices des entreprises car elle agit comme une incitation au surinvestissement et à la surproduction, en particulier lorsqu'elle est élevée. Par exemple, dans les années 1970 au début des années 1980. Une entreprise qui envisage d'augmenter la capacité d'une usine dans 4 ans devrait décider de la construire immédiatement. Elle économisera alors 30 à 40% de son coût en termes nominaux, ce qui lui confère un avantage concurrentiel en termes de coût comptable. L'accumulation de stocks excédentaires est une autre tentation dans les environnements à forte inflation, car le temps augmente la valeur des stocks, compensant ainsi les frais financiers liés à leur maintien et donnant lieu à des gains d'inflation dans les comptes. L'inflation donne lieu à toute une série de tentations similaires pour des gains artificiels où tout acteur optant pour une approche plus prudente pendant de telles périodes de folie peut se retrouver rouleau compresseur. En refusant de reconstituer leur stock à un niveau trop élevé et en ratant les gains d'inflation, ils sont incapables d'en répercuter une partie sur les consommateurs comme le font leurs concurrents. Par exemple, en période d'inflation, les amortissements sont dans la plupart des cas insuffisants pour couvrir le coût de remplacement d'un investissement dont le prix a augmenté. Les stocks génèrent des gains d'inflation nominale particulièrement importants lorsqu'ils évoluent lentement. La déflation conduit au résultat opposé. Investissement et restructuration. Il est assez courant que les investissements majeurs, par exemple la construction d'une nouvelle usine, dégradent les performances d'exploitation et entraînent même des pertes d'exploitation au cours des premières années suivant leur mise en service. Par exemple, la construction d'une nouvelle usine entraîne généralement les frais généraux administratifs supplémentaires tels que les frais de recherche et développement et de lancement, les honoraires professionnels, etc. Des charges financières non compensées par les recettes d'exploitation correspondantes jusqu'à la mise en production de l'investissement, phénomène courant dans le secteur hôtelier, compte tenu de la longueur des délais de récupération des investissements. Dans certains cas, ils peuvent être capitalisés et ajoutés au coût des immobilisations, mais c'est encore plus dangereux. Des surcoûts de personnel liés au recrutement précoce, des opérationnels et des managers qui doivent être en place au moment de la mise en service de la nouvelle centrale. Baisse de productivité due à la fois au délai de mise en marche de la nouvelle usine et des équipements et à l'inexpérience du personnel des nouvelles installations de production. En raison de ces facteurs, une partie des dépenses d'investissement se retrouve dans le compte de résultat, qui est donc considérablement alourdi par les implications du programme d'investissement. À l'inverse,
Une entreprise peut délibérément décider de poursuivre une politique de sous-investissement pour améliorer son résultat net afin de pouvoir les revendre à un prix gonflé et maximiser la rentabilité d'investissement qu'elle a réalisé il y a longtemps. Mais ce type de stratégie de maximisation des marges compromet ses possibilités de création de valeur dans le futur. Elle ne créera pas de nouveaux produits. Elle ne formera pas suffisamment de personnel pour se préparer aux évolutions de son activité. Voilà, on a terminé ce chapitre qui concerne l'analyse des marges. Et c'est une introduction de l'analyse de marge. Dans le prochain chapitre, on va voir le risque. Et le risque, c'est-à-dire on va procéder à des calculs. Comment calculer le seuil de rentabilité? Comment calculer le chiffre d'affaires critique ou ce qu'on appelle le point mort? C'est un point à partir duquel l'entreprise couvre ses frais fixes et commence à réaliser des profits. Et les profits ne vont être que la marge sur coût variable. Et chaque vente supplémentaire vendue après avoir atteint ce seuil de rentabilité ou ce chiffre d'affaires critique ou ce point mort serait le bénéfice qui n'est autre que les ventes moins les coûts variables. Donc, au revoir dans le prochain chapitre qui concerne le seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires critique ou le point mort. C'est un chapitre très important. Merci et au revoir.